Que penser de la sortie américaine de l'accord de Paris? Si on lit la presse européenne ce matin, on parle d'actes criminels, d'écocide, ou pour reprendre l'expression d'un ministre du gouvernement français, de crimes contre l'humanité. Ce sont des termes extrêmement durs. Généralement, quand on traite un chef d'État de crimes contre l'humanité, c'est avant de l'arrêter ou de lui déclarer la guerre. C'est à se demander d'ailleurs si on peut encore parler de ce sujet d'une manière qui soit un tant soit peu rationnelle et qui ne tombe pas directement dans la passion. C'est ce que je vais essayer de faire. Faut-il considérer effectivement que la sortie de l'accord de Paris est un crime contre l'humanité? Je ne le crois pas. Quels sont les arguments américains? Parce qu'on ne doit pas centrer la question sur la personnalité du président américain. Il faut se rendre compte que le parti dont celui-ci est issu, le parti républicain, en tout cas dont il a brigué avec succès l'investiture aux dernières présidentielles, le parti républicain, soutenait déjà une position que l'on qualifie ici de climato-sceptique avant même que Trump ne soit devenu candidat à la candidature républicaine à l'élection présidentielle. Et donc c'est une position qui est celle de la droite américaine, pour faire simple, en général, et pas uniquement du président, même si c'est lui qui, finalement, en sa qualité présidentielle, dans sa fonction, a pris cette décision de sortir son pays de l'accord de Paris. Quels sont les motifs principaux? Eh bien, je crois qu'on peut ramasser les arguments qui sont formulés par les Américains depuis 2 ans, et encore dans le discours qu'a fait hier Trump à la Maison-Blanche, dans l'idée fondamentale que c'est un accord qui est déséquilibré. Alors, encore une fois, on est dans un contexte tellement passionnel que le terme déséquilibré peut paraître un peu fade, un peu insipide. Mais néanmoins, c'est ça, le cœur de l'argument, au-delà de ces termes excessifs, c'est que l'accord est déséquilibré et scientifiquement douteux. Alors, analysons peut-être ces deux parties de l'argument qui sont fondamentales parce qu'ils s'appliquent aussi, mutatis mutandis, comme on dit en droit, à la situation en Europe. D'abord, pourquoi déséquilibré? C'est un accord, l'accord de Paris, qui prévoit que l'Occident doit réduire considérablement, drastiquement ses émissions de CO2, dans le même temps que le reste du monde, et notamment la Chine, qui est la première économie mondiale aujourd'hui, et qui est également le premier émetteur de CO2 dans le monde, peuvent continuer, au moins jusqu'en 2030, à augmenter leurs émissions de CO2. Donc, en d'autres termes, l'accord de Paris est une pénalité extrêmement lourde pour l'économie occidentale, tout en donnant une sorte de blanc-seing au reste du monde. Donc déjà, en soi, ça peut surprendre. Si véritablement il est crucial de diminuer les émissions de CO2, eh bien on aurait pu imaginer des accords éventuellement échelonnés dans le temps, mais une réduction du CO2 partout, et pas simplement pour les économies occidentales. Deuxième facteur de déséquilibre, l'accord de Paris structure, je dirais, confirme, officialise l'existence d'un fonds vert dont l'objet est de transférer la somme de 100 milliards de dollars par an de l'Occident vers le reste du monde pour, nominalement, mais on ne dit absolument pas qui va recevoir cet argent, on dit comment cela se fera, pour nominalement favoriser le développement des énergies renouvelables intermittentes dans le reste du monde. Alors, il faut se rendre compte que cette somme de 100 milliards, dont chaque centime sera payé par les contribuables occidentaux, est une somme absolument considérable, d'autant qu'il s'agit de 100 milliards par an. C'est une somme, c'est un transfert de richesse massif et sans précédent dans l'histoire universelle. Donc cet accord de Paris, qu'on nous a présenté parfois comme étant sans intérêt, on disait à Trump, il ne faut pas en sortir parce que finalement il n'a pas de consistance, il officialise un mécanisme de transfert et de redistribution, la grande idée qui fonde l'idéologie socialiste comme on sait, de redistribution universelle des richesses, qui nous rappelle évidemment ce qu'on appelait le tiers-mondisme. Dans les années 70 ou 80, on expliquait à l'Occident qu'il fallait transférer massivement des richesses, ce qu'on a fait, on appelait ça l'aide au développement, avec des succès pour le moins partagés, vers le reste du monde. Donc voilà les deux facteurs qui expliquent que selon les ténors, je dirais, de la droite américaine, l'accord de Paris est un accord déséquilibré. Deuxième point, il est crucial.
l'accord de Paris repose évidemment sur de la science, ce qu'on nous présente comme étant de la science du GIEC, c'est-à-dire le groupe intergouvernemental de l'ONU, sur le climat. L'accord de Paris n'a de sens que si effectivement nous vivons des dérèglements climatiques qui sont causés par les émissions humaines de gaz à effet de serre, principalement le CO2. La droite américaine, parlementaire, a auditionné depuis de longues années des experts prétendus sur le climat et les a placés en face au Congrès américain, donc sous les yeux, je dirais, du public américain, d'un certain nombre de contradictions. Ces contradictions sont par exemple le fait que depuis 20 ans, le réchauffement climatique s'est en gros arrêté. On peut dire que c'est un palier, ou on peut dire qu'il y aura après ça une décélération, on peut imaginer beaucoup de choses, mais factuellement, et depuis une vingtaine d'années, le réchauffement climatique s'est arrêté, dans le même temps que les émissions de CO2 mondiales ont cru de façon tout à fait considérable. C'est un point qui a été reconnu par le GIEC dans ses rapports. Alors, naturellement, cela pose une difficulté tout à fait fondamentale, parce que cela signifie que les modèles informatiques avec lesquels le GIEC travaille et la qualité, je dirais, scientifique de ces théories est hautement sujet à caution. C'est ce que, encore une fois, la droite parlementaire américaine a mis en évidence lors des auditions de ces experts et qui l'a poussé à considérer qu'il était à tout le moins trop tôt pour prendre des mesures aussi drastiques que celles pour les économies occidentales, que celles que porte l'accord de Paris. Alors voilà, au-delà des passions et des excès de langage, les deux motifs qui ont porté la droite américaine aujourd'hui, encore une fois, c'est bien au-delà de la personnalité de Trump, à sortir de l'accord de Paris. Le déséquilibre de l'accord de Paris en défaveur des économies occidentales et la qualité scientifiquement douteuse des théories qui fondent l'accord de Paris. Je veux rappeler qu'en 2010, j'ai publié en français et en anglais un ouvrage qui s'appelle Le GIEC est mort, vive la science, dans lequel j'ai prouvé de manière indubitable, et j'ai été beaucoup critiqué depuis, mais jamais réfuté, que le GIEC n'est absolument pas une organisation scientifique comme on nous la présente, mais une organisation toute intégralement, par sa composition, ses compétences et son fonctionnement, politique. Et donc il est bien évident que d'une organisation politique ne peuvent naître que des rapports politique, ce qui n'est pas infamant, mais on ne peut pas prétendre que par miracle, une organisation qui n'est pas scientifique pourrait produire des rapports qui, eux, le seraient. Ce sont les deux motifs qui ont précipité, je dirais, la sortie américaine de cet accord. Il est bien évident que, par ces mêmes motifs, l'économie américaine ne s'en portera pas plus mal. Alors, j'en termine avec ce petit développement. La question qui se pose maintenant est celle de savoir comment l'Europe va réagir. Quand on regarde les élites politiques de l'Europe, on constate une forme d'unanimité qui consiste à dire que non seulement nous allons appliquer l'accord de Paris, mais que nous allons encore redoubler d'efforts, c'est-à-dire pénaliser encore davantage en termes de réduction des émissions de CO2, les économies européennes, et transférer davantage de richesses, non plus de l'Occident, mais de la seule Europe, vers le reste du monde. Je voudrais rappeler simplement une donnée factuelle. La socialisation des économies et des sociétés européennes, des collectivités européennes, est beaucoup plus importante que la socialisation américaine. Les dépenses publiques dans un pays comme la France, c'est 57% du PIB. Les dépenses publiques dans un pays comme les États-Unis, c'est 37%. Ce sont des données de l'OCDE qui datent de 2015, qui ne sont contestées par personne. Nos États sont surendettés. Ajouter à tout cela, à ces réalités factuelles, un handicap aussi lourd que celui que comporterait un accord de Paris appliqué sans les Américains, plus le fonds vert des 100 milliards par an que donc nous devrions, nous Européens, financer seuls, aurait des conséquences dont il ne faut pas être grand clair pour se figurer qu'elles sont évidemment économiquement dévastatrices. Et donc, au-delà de l'unanimité du discours politique actuel, il y a finalement ce qui se profile, c'est la réalité qui, immanquablement, ici en Europe, va nous rattraper. Et de manière plus fondamentale, je voudrais finir par évoquer un auteur grec que j'apprécie particulièrement et qui s'appelle Polybe. Polybe est un auteur qui, dans son œuvre,
décrivait les cités grecques à l'époque de l'Empire romain, de la puissance romaine montante, des cités grecques qui se faisaient et se défaisaient dans d'interminables alliances et reconfigurations d'alliances très centrées sur elles-mêmes. Dans le même temps, la puissance américaine montait à l'horizon, et lorsque la puissance romaine montait à l'horizon, et lorsque les Romains sont entrés dans les différentes cités grecques, ils en ont évidemment balayé les maigres résistances militaires subsistantes. La Grèce s'était véritablement épuisée dans des querelles et des considérations d'alliances internes, en faisant en quelque sorte abstraction du monde. Lorsque le monde a rattrapé la Grèce, il l'a véritablement balayé, pour ne pas dire écrasé. Eh bien, cette situation, elle me fait à certains égards songer à l'Europe actuelle, où nous avons ce discours très moralisateur des élites politiques européennes, mais qui ne devrait pas oublier que derrière les rêves d'idéologues, derrière les fantasmes d'idéologues, il y a ce que l'on appelle la réalité. Et si nous n'en tenons pas compte, elle finira immanquablement par nous rattraper. Voilà, c'est la petite séquence explicative que je tenais à vous communiquer sur la sortie américaine de l'accord de Paris.